On a pour habitude de dire, et c'est répété dans le DOB en préambule, qu'un document d'orientation budgétaire est à la fois un document technique et à la fois un document politique. Alors je crois, j'ai la naïveté de penser qu'il ne faut pas forcément les opposer, que le technique nourrit le politique et inversement. Mais pour débuter mon propos, je rappellerai les trois piliers de la partie technique, les 3 points qui sont avancés dans le DOB. 1. La présentation des engagements pluriannuels. 2. La structure et la gestion de la dette. 3. La structure et l'évolution des dépenses de personnel et les effectifs correspondants. Alors je voudrais dire quelques remarques au niveau de ces 3 points techniques. La première, je le dis presque avec une certaine forme d'émotion. Je ne sais pas si on en a tous bien pris conscience ici. Nous votons le dernier, enfin nous prenons acte, merci, laissez-moi terminer, nous prenons acte du dernier document d'orientation budgétaire de cette mandature. Il y aura un autre exercice budgétaire qui interviendra, mais pour 3 mois. Et je le disais un peu avec une pointe d'émotion, je me rappelle comme si c'était hier matin notre entrée dans cet hémicycle. Et il faut qu'on en prenne tous conscience, c'est-à-dire que la matière financière pluriannuelle budgétaire qui est difficile, je veux dire, c'est fait dans un laps de temps extrêmement réduit avec des contraintes. Je ne reviens pas dessus parce que je ne les mobilise pas en termes d'excuses, mais on ne peut pas non plus les passer sous silence. Un mandat qui n'aura même pas fait 6 ans, interrompu par 3 élections et une fusion, à un moment donné, on doit tous avoir en tête. Je voudrais dire, je remercie à mon tour les services pour le travail remarquable qu'ils ont effectué, les différents orateurs. Et certains nous ont présenté, fait des interventions extrêmement chiffrées, et je ne vais pas m'astreindre à ce travail. Il y a des spécialistes ici de la matière financière. Je crois qu'il faut aussi tenir un propos qui parle, sans faire offense à personne, au commun des mortels, et ne poser qu'une seule question à l'issue de ce débat d'orientation budgétaire. Sommes-nous, depuis 2017, pour ne pas retenir la mandature 2015, sur un cycle qui est rigoureux, qui est vertueux ou qui est soutenable? Employez l'adjectif que vous voulez. On répond soit par oui, soit par non. Et nous, vous l'aurez bien compris du côté de Femagours, on répond aisément à cette question, à savoir oui, nous sommes sur un cycle budgétaire qui est rigoureux, qui est soutenable, voire même vertueux dans beaucoup de cas. Et je disais qu'il ne fallait pas opposer la question technique à la question politique, puisque là, on n'a pas une réponse technique au budget, aux affaires de la Corse, on a une réponse qui est profondément politique. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 2015, pour ne pas dire avant, mais 2015, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, nous avons toujours fait de l'assainissement des finances publiques, des deniers publics, de l'argent des Corses et de la Corse, faut-il le répéter, un objectif politique prioritaire. Je vous repose la question, sommes-nous sur cette trajectoire d'assainissement des finances publiques? Et je crois qu'ici, personne, malgré le fait d'y avoir opposé des chiffres qui ne sont pas contestables en soi, mais globalement, personne ne pourra contester le fait que nous sommes sur cette trajectoire et sur, je le disais, à partir de réalisations techniques et de chiffres techniques, sur un objectif politique majeur et qui ne doit pas être passé sous silence. On a évoqué les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement sont soumis à une contractualisation que nous avons passée avec l'État, enfin qui devait être initialement passée avec l'État, et le document d'orientation budgétaire fait référence au refus de l'exécutif, par la voix de son président notamment, de contractualiser ou d'avoir pu contractualiser avec l'État dans les termes qui nous étaient proposés. Mais je voudrais rappeler ici, sans polémique aucune, que l'ensemble de la collectivité, ou je vais le dire autrement, pas un membre de cette assemblée délibérante, a une motion qui vous était proposée, notamment par mon biais, par Femagols, n'a approuvé la contractualisation avec l'État. Pas un membre de cette assemblée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, pour l'année 2020, ça a été dit, ça a été pointé, il y a éventuellement une évolution des frais de fonctionnement, mais nous avions eu, dans un premier temps par le biais de l'exécutif et après au sein de cette Assemblée, l'honnêteté, la parfaite transparence, la totale transparence de dire que mécaniquement, les effets de la fusion allaient engendrer une hausse des frais de fonctionnement. Au-delà du simple GVT, je parle notamment du régime indemnitaire et de l'harmonisation
du temps de travail. Régime indemnitaire et harmonisation du temps de travail que nous avons voté en plus à l'unanimité dans cet hémicycle. Donc, que ça soit au niveau du taux d'épargne brute, on l'a dit, mon collègue l'a rappelé et d'autres ici, le ratio est bon. Que ça soit au niveau de la capacité de désendettement, le ratio, on l'a dit, je le répète, est bon. Maintenant, il va falloir qu'on se mobilise collectivement à l'appui de l'exécutif pour engager une négociation avec l'État selon le protocole qui a été négocié. Mais là aussi, il y a une dimension qui est fondamentalement politique. On a donc une première, je le disais, réponse politique par rapport à ce document d'orientation budgétaire. Est-ce que tirer la conclusion que nous sommes, sans, je le dis, flagornerie, mais des gestionnaires rigoureux, doit nous exonérer d'avoir une ambition politique, un projet politique, et une ambition politique et un projet politique fort? Évidemment que non, le président de l'exécutif l'a rappelé, je le dirai avec mes mots, lorsque nous rentrons dans cet hémicycle, nous rentrons avec l'histoire d'une famille politique, nous rentrons en tant que nationalistes, et lorsque nous prenons des décisions, qu'elles soient budgétaires ou politiques, nous avons besoin de retrouver un certain nombre de marqueurs et une action politique qui est jalonnée. Et là, vous avez un projet politique, pour ne pas dire historique, mais qui débute d'un point de vue institutionnel, on va dire en 2015, qui trouve une concrétisation plus large en 2017, que l'on retrouve peu ou prou dans ce document d'orientation budgétaire. Alors oui, on pourra toujours opposer qu'on voudrait insister sur tel ou tel chapitre, sur telle ou telle chose. Et je prends, et je ne veux pas croire qu'il y ait une hiérarchisation sur les 7 axes, mais je ne vais retenir que les 3 premiers axes. Sans ordre hiérarchique, mais c'est les 3 premiers. Axe 1, construire une société des solidarités. Ça veut dire que l'exécutif de Corse et à l'appui la majorité territoriale fait de la fracture des inégalités, de la réduction des inégalités sociales, de la lutte contre la pauvreté, contre la cherté de la vie, une priorité absolue. On ne l'a pas suffisamment dit, je crois. On ne peut pas, pour les nationalistes que nous sommes, construire une nation, construire un pays, avoir la prétention d'amener un peuple vers plus de démocratie et plus d'émancipation avec une société qui est davantage pauvre. C'est inacceptable pour nous et vous avez la traduction dans ce DOB. Second axe, favoriser la transmission des savoirs et l'épanouissement des individus. Il ne s'agit pas une seule seconde pour nous, et il y a des connaisseurs dans cet hémicycle, de porter un pays et un peuple sur la voie de l'émancipation et de la démocratie sans mettre au cœur, et ça a été dit, mais j'insiste un petit peu dessus, sans mettre au cœur de nos politiques, la formation. C'est quelque chose d'essentiel, c'est la matière humaine. Comment penser une seule seconde que l'on ne puisse pas s'intéresser à la formation des hommes, des femmes et plus singulièrement des enfants et des jeunes adultes. Et troisième axe, et je m'arrêterai ici, faire de la Corse un territoire pionnier en matière de développement durable, de respect de l'environnement, de lutte contre le réchauffement du climat. Alors oui, on pourrait toujours dire qu'on n'est pas allé assez vite, qu'on ne va pas assez loin. Je le dis encore une fois sans polémique, si davantage de choses peut-être avaient été faites auparavant, nous n'aurions pas toutes les affaires de la Corse à gérer d'un coup en l'espace de quelques mois, pour ne pas dire quelques années. Donc là, vous avez à la fois la lutte contre la pauvreté, la formation de la jeunesse et la lutte contre le réchauffement climatique et le développement durable, pour ne pas parler de la matière européenne, internationale, de la lutte contre la spéculation, de l'accès au logement, de l'aménagement du territoire, qui viennent tous abonder dans le même sens de la construction d'un projet politique. Vous avez des axes forts sur lesquels, je le dis très clairement, lorsque nous entrons dans cet hémicycle, nous ne voulons renoncer sur rien. Et alors, et ça sera le mot de la fin de mon intervention, on nous dira, oui, mais certains de ces axes, et ça a été dit par certains des intervenants, parfois de l'opposition, nous les partageons aussi. Pour quelle raison? Parce que les nationalistes n'ont pas le monopole de la lutte contre la pauvreté, parce que les nationalistes n'ont pas le monopole de la lutte contre le réchauffement climatique, et parce que les nationalistes n'ont pas le monopole de la formation et de la formation de la jeunesse et des hommes et des femmes. Simplement, à travers ce document d'orientation budgétaire, nous en faisons des axes prioritaires sur lesquels, je crois, nous pouvons nous retrouver. Merci.